chanterons le temps des cerises, les guerres signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi, sans courbette. Nous sommes le 4 décembre 2018, il flotte, un scoop, pour évoquer avec vous un viron au musée Bourdelle qui se tamponne transmission, transgression. Très intéressant, vous allez peut-être vous en rendre compte dans la suite de cette émission. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises du groupe Noir Désir et nous allons, peut-être, au cours de ces échanges unilatéraux, de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique, politicienne en toc, et là on est encore une fois de plus, très gâté. Une petite citation pour la route. Israël aurait dû exploiter la répression des manifestations en Chine lorsque l'attention du monde s'est focalisée sur ce pays pour mettre à exécution des expulsions massives parmi les Arabes des territoires. Et c'est de qui, je vous le demande? De Benjamin Netanyahou. Et pourquoi cette citation de Benjamin Netanyahou? Eh bien parce que je pense que il y a des similitudes dans son approche de la répression de celle de notre président, enfin du président de certains Français, j'ai nommé Sieur Macron, et puis ses affidés, son majordome Philippe, etc., son ministre des Affaires intérieures Castagnette, voilà. Vous savez ce qui s'est passé ces jours-ci à Paris, particulièrement aux Champs-Élysées, encore une fois, autour de l'Arc de Triomphe. Bref, je ne vais pas en faire des tartines, j'ai mon presse-papier pour ça. Mais quand même vous signaler que, voilà, c'est intolérable pour ces gens d'en haut qu'on tague l'Arc de Triomphe, mais l'Arc de Triomphe de qui? Et j'ai même entendu une réflexion de bourgeoise qui disait, mais enfin, ça appartient au peuple et aux bourgeois. Enfin, c'est pas simplement, oui, non, ça appartient surtout aux bourgeois qui ont fait massacrer
1 million de Français, 1 million de poilus pendant la guerre de 14-18. Voilà, des poilus qui auraient peut-être préféré vivre plutôt que de se faire massacrer pour préserver, si vous voulez, ou si vous voulez pas, c'est pareil, je m'en tape, pour préserver le patrimoine des riches, qui se sont encore plus enrichis avec cette guerre comme avec la suivante. On pourrait vous en causer longtemps. Oui, bonjour tout le monde, je vous rappelle le numéro de Radio Soupente si vous voulez nous joindre, le 01 41 95 20 96, ou vous pouvez écrire sur le mail arakai@orange.fr. L'insurrection qui vient. L'insurrection qui vient. L'insurrection qui vient. Un nouveau vent souffle sur la ville. La colère monte, la rue est bouillante. Le soulèvement du peuple uni sera juste retour du boomerang, boomerang. Ça sent la manif électrique. Mépris des puissants, l'ambiance festive et la pression des pics. Face au matraque et au gaz lacrymo. En furie, la foule prête à craquer. Fumier, jet de pavé. À l'attaque des capitaux et de la loi du marché. Précaires, demandeurs d'emploi. Tous derrière l'étendard des sans-voix. Si c'est clair, c'est l'heure du grand rassemblement, du grand soir. Oh, nouvelle ère, pouvoir au peuple. Les prolos s'énervent, les bourgeois ont peur. Assez du passé, remettons le compteur de l'histoire à zéro. Marre de parler de l'après, pseudo-dommages collatéraux. Alors ce monde, vivant le nôtre, on a le nombre, ils ont la force. Nos idéaux remplaceront la norme. Enfin le terme de ce modèle amorphe. Place à l'action, loin de la pression du quotidien. Quelle occasion, enfin je vais être acteur de l'insurrection qui vient. L'insurrection qui vient. L'insurrection qui vient. L'insurrection qui vient. Rien de nouveau sous le soleil, les masques tombent, le système est stable. Tant de discours contestataires qui se concrétisent sont contestables. Qu'importe, place au désordre, un spectacle assuré. On veut de la fumée, la filmer, qui assumera dans la durée. Face au recul citoyen, c'est peut-être ça vient de battre le pavé. Mais aucune vitrine cassée n'aurait l'expansion du marché. Ouais, propos simplicés, slogan de foi. Milieu militant et l'image ça renvoie. Encore une fois, les faits sont là, le rassemblement sera le règne de l'entre-soi. Qui parle de peuple mais quelle farce. On n'est pas plus prolo que les keufs qui sont en face. Marre de tout, ces beaux discours, les cours des messieurs, je sais tout. Voir l'ennemi partout, mais marche avec les nostalgiques, Mao c'est tout. Ça plane à 100 000, ça va terminer mal. Lever des matchs, le jour qu'on n'y est pas. Tu coules par un empire avec un idéal. Ta révolution c'est juste du cinéma. Juste du cinéma, les facteurs seront jamais si simples. Place au terrain, je reste spectateur de l'insurrection qui ne vient pas. 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 L'insurrection ne vient pas. L'insurrection ne viendra pas. L'insurrection ne viendra pas. À l'évidence, le vent n'est pas en train de tourner. Je vois moins de prise de conscience que de fesses se retourner. Le système est trop fort et il achète tout avec des miettes de confort. La tête de cortège, peut-être en tête de gondole. Va falloir dépasser l'art des slogans. Tu l'écris pour t'en convaincre, ils ne sont pas vrais pour autant. Je sais pas ce qui fonctionnera, je sais ce qui est voué à l'échec. Y a-t-il vraiment mieux à faire que des résistances à notre échelle, dans la durée, loin du spectacle, pour la paroisse la plus fidèle. Avoir toutes les bonnes raisons ne suffit pas pour changer le système. Viens, on arrête tout ce mytho. Que tu le veuilles ou non, l'insurrection ne viendra pas de sitôt. L'insurrection ne viendra pas de sitôt. L'insurrection ne viendra pas de sitôt. Que tu le veuilles ou non, l'insurrection ne viendra pas de sitôt. C'était l'insurrection qui ne vient par stratégie de paix. Sur la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Arakai. Et tout de suite, mon presse papillé
consacré, je vous le donne Émile, encore aux jaunes. Mais ce coup-ci, c'est confronté à la fachosphère gouvernementale. Alors, je les appelle les jaunes, pourquoi pas? Pas pour dire que ce sont des fouteurs de piquets de grève en l'air, pas du tout, parce qu'on a les rouges, on a les noirs, on a les bleus, on a les verts, on a les roses, et maintenant les jaunes. Bienvenue dans le cirque. Ils osent parler de révolution, ces jaunes. C'est impensable pour les dirigeants. De quoi on se le demande? Premier ministre, ministre de l'Intérieur, et le grand chef à plume, qui lui aussi se range à ces arguments simplistes, qui qualifie cette révolte populaire de quasi-insurrection. Méfiez-vous, les mecs de là-haut, cela en est peut-être une, et pas simplement une vue de votre mauvais esprit. À force de vous foutre de la gueule du petit peuple, il risque, le petit peuple, de grandir encore plus vite que vous pouvez l'imaginer. Non, ce ne sont pas des Jacques, hein. Ce ne sont pas des gros balourds, hein, comme les nommaient les nobliaux dans le temps à propos des révoltes de paysans, etc., etc. Et là, vous commencerez peut-être à comprendre, mais bien trop tard, comme d'habitude, votre erreur d'appréciation. Depuis les débuts tonitruants de la Ve République, un coup d'État pour certains, cette institution ne fonctionne que par des coups d'État. À chaque président, son coup d'État. Pour les plus récents, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, chacun à leur manière, fort d'une soi-disant majorité d'électeurs qui les a portés à la magistrature suprême, alors que tout le monde sait que c'est faux, usent et abusent de leur pouvoir pour pressurer le peuple ainsi qu'au bon vieux temps des monarques et des empereurs. Donc, élus républicains qui se comportent tels des souverains, il s'agit donc bien de coup d'État et du coup d'État permanent au sommet de l'État, pour dire les choses plus simplement. Et ceux qui rouspètent en écoutant ces propos, il faut que vous compreniez que je m'en tape total. Et encore plus pour tout vous avouer. Et même pas sous la torture. Longtemps que le peuple ne s'était pas aventuré sur les Champs-Élysées avec cette obstination suicidaire. Longtemps que des voitures n'avaient cramé et les barricades élevées pour empêcher les hommes de main du pouvoir d'exercer pleinement leur talent de massacreurs. Grenades de désencerclement, fumigènes particulièrement mutilants pour les yeux et les poumons, a rien à voir avec ceux de 68. Flashball et autres gadgets plus proches d'engins de guerre que de suppositoires calmants anti-manif. Non, je n'oublie pas le canon à eau, mais à part ces vétilles, le premier majordome du monarque président, M. Philippe, assure que la liberté de manifester est constitutionnelle. Quand il a dit ça, il a tout dit. Certes, mais sous certaines conditions qui, elles, n'ont rien à voir avec une constitution républicaine et démocratique, si vous me suivez. Il faut qu'elles soient sages, ces manifs, qu'elles suivent les parcours préétablis par l'autorité préfectorale ou se transforment en rassemblement fixe. Ouais, hein, bon, dans les rangs. Puis pas le droit de moufter et de crier des slogans hostiles à tous ces beaux messieurs qui se gavent avec nos taxes, nos impôts, nos amendes, quand ils ne piochent pas sans vergogne dans nos caisses de sécu, nos caisses d'alloc, pour arrondir les comptes déficients de leur gestion inhumaine de ce pays, où seuls les pleins aux as peuvent s'en foutre encore et encore plus, plein les fouilles, avec la bénédiction des services fiscaux. On y est, les fermiers généraux et tout ça. Bon, voilà. Par contre, le pauvre jaune qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, pas de cadeaux fiscaux, tu raques ou tu crèves. Quelque chose de cet ordre qui n'est pas dit ouvertement par ces beaux messieurs, mais exécuté à l'abri de leur bureau de Bercy par ces fermiers généraux New Look. Vous avez déjà vu Bercy? Vous avez déjà longé ces bâtiments sinistres? Non mais écoutez, avec une piste d'hélicoptère sur le toit en plus, et puis deux petits bateaux, de petites vedettes au pied du machin sur la Seine, voilà, pour que ces messieurs puissent prendre leur petit bateau pour aller à l'autre bout de Paris. Tout ce baragouin pour dire que du haut de la soupente,
on s'exprime aujourd'hui, qui n'est pas la Tour Eiffel, rassurez-vous. Nulle joie à ce spectacle lamentable de manifestants massacrés et de ces politiques moralisateurs bien au chaud, bien nourris et sans vrai souci de fin de mois qui nous abreuvent de déclarations plus mensongères et plus satisfaites d'eux, et de leur politique qui abreuve de déclarations plus mensongères et plus satisfaites d'eux et de leur politique. Je me répète, à la fin du truc, je baisse ma garde et puis je blablafouille. Voilà, de leur politique de merde, que c'en est proprement et définitivement d'une indécence à vomir, son plat de pâtes quotidien. Nous avions les rouges, les noirs, les bleus, les verts, les roses, je répète mon intro, auxquels viennent s'ajouter depuis peu les jaunes. Bienvenue dans le cirque, les mecs! Ouais, non, c'est intéressant. C'est bien ce qui se passe. Il y a Ruffin qui est allé devant l'Élysée, qui a été parlé justement avec son écharpe de député devant l'Élysée, en demandant quand même à ce qu'on entende ce qui se passe dans la rue. On peut plus simplement tout réduire à une bande de casseurs. Là, je reçois ce journal numérique là, lundi matin, qui est vraiment de tendance libertaire. Je crois que c'est un copain de Julien Coupac qui est à l'origine de ce petit journal, et qui sort toutes les semaines, sauf que là avec les événements je crois qu'ils vont en sortir un tous les jours. Donc il y en a un qui vient d'arriver, qui s'appelle prochaine station destitution, donc qui analyse le mouvement. Et ce que j'aime bien, c'est quand il parle justement des casseurs. Ils disent non, c'est pas des casseurs qui sont arrivés, pas parce que les gens sont maintenant avec des masques et tout ça, c'est simplement qu'ils ont pris des gaz la semaine dernière et qu'ils ont compris que s'ils voulaient pas que ça recommence, il fallait peut-être quand même s'équiper d'une manière un peu plus efficace. Ouais, quand puis même. on pourrait rétorquer à ça, est-ce que les forces du désordre n'ont pas de masque? Eux, ils en ont aussi. Ils ont même des matraques, ils ont même des armes, comme je viens de l'évoquer dans mon presse-papier, ils ont même des armes quasiment létales. C'est pour bientôt, vous inquiétez pas. Avec un pote comme Netanyahou, Macron, il a de quoi s'équiper pour réprimer les manifestants. Non, pas du tout. Les manifestants ont parfaitement le droit. Il n'y a aucune loi qui leur interdit de porter des masques pour se protéger de gaz lacrymogènes qui, je le répète, sont 100 fois pires que ceux qu'on pouvait respirer en 68. C'est vraiment des gaz qui abîment vraiment les yeux et qui abîment vraiment les poumons. Je parle que des gaz, je parle pas des grenades de désencerclement qui peuvent vous exploser les tympans ou les roubignoles, suivant, et qui peuvent même arracher les mains. Voilà. Non. On est là dans un schéma vraiment ubuesque, même grand guignolesque, sanguignolant. Voilà. Ouais, alors justement, dans ce petit journal, j'aime bien ce qu'ils mettent incriminer l'ultra-gauche dans cette tentative de soulèvement de personne. Si l'ultra-gauche avait été capable de conduire des machines de chantier pour charger la police ou détruire un péage, cela se saurait. Si elle avait été si nombreuse, si désarmante et si courageuse, cela se saurait aussi. Avec ses soucis essentiellement identitaires, la dite ultra-gauche est profondément gênée par l'impureté du mouvement des Gilets jaunes. La vérité, c'est qu'elle ne sait pas sur quel pied danser, qu'elle craint bourgeoisement de se compromettre en se mêlant à cette foule qui ne correspond à aucune de ces catégories. Voilà. Quant à l'ultra-droite, elle est prise en sandwich entre ses moyens et ses fins supposées. Elle fait le désordre en prétextant l'attachement à l'ordre. Elle caillasse la police nationale tout en déclarant sa flamme à la police et à la nation. Elle veut couper la tête du monarque républicain par amour d'un roi inexistant. Sur ces points, il faut donc laisser le ministère de l'Intérieur à ses divagations ridicules. Ce ne sont pas les radicaux qui font le mouvement, c'est le mouvement qui radicalise les gens. Voilà. Qui peut croire que l'on réfléchit à déclarer l'état d'urgence contre une poignée d'ultra? C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, je pense que les Français ne savent peut-être même pas qu'ils étaient plus en état d'urgence. On a tellement été en état d'urgence depuis 2015 qu'on apprend par le fait qu'ils veulent le remettre que finalement on n'y était plus depuis... On n'y était plus, on n'est pas perçu. Ça, c'est pas inscrit sur les voitures de Vigipirate et sur les cohortes de voitures de police que j'en ai vu ce samedi dans Paris. Là, c'était vraiment... invraisemblable, quoi. Ils se dirigeaient évidemment vers les Champs-Élysées parce qu'il y avait une manif de migrants, c'était boulevard Voltaire, je ne sais plus, ou quelque chose comme ça, qu'on croyait petite à la Nation, mais qui n'était pas si petite que ça, parce que quand je suis remonté vers la Nation en venant de Voltaire, il y avait vraiment une manif impressionnante.
Là, puis il y en avait une autre avec les syndicats, justement. Oui, il y avait au moins 5 ou 6 manifs à Paris, Ouais. samedi. Donc, prochaine étape, je sais pas, il parlait de bloquer les raffineries aujourd'hui, donc on sait pas ce que ça donne. Sinon, la prochaine étape, c'est samedi prochain. Et en fait, qui s'émeut vraiment que les boutiques de luxe des Champs-Élysées soient caillassées, qu'on n'ait pas personnellement envie de le faire, pourquoi pas, mais après que d'autres fassent brûler des 4x4 ou caillassent des boutiques de luxe et effarouchent cette bourgeoisie qui se croyait à l'abri, moi je trouve que ça fait du bien. Il faut la toucher au porte-monnaie, la bourgeoisie, autrement elle ne bouge pas. Et là, en empêchant le petit commerce de luxe des Champs-Élysées de fonctionner à plein rendement alors que les fêtes de Noël arrivent, ça peut faire mal. Franchement, ça peut faire mal. Voilà, à suivre, donc au moins samedi prochain. Il y a un blocage, c'était hier à Rungis aussi, parce que c'est vrai que bloquer les raffineries, c'est quand même aussi ce qui permet de bloquer un pays. C'est quand même comme ça que la manif contre la réforme des retraites avait failli réussir si la CGT n'avait pas négocié avec Sarkozy au dernier moment pour tout débloquer, quoi. Comme elle le fait toujours, depuis Maurice Thorez, il faut savoir finir une grève. Alors, qui se pose en lanceur d'alerte s'expose en fer de lance à sa perte, une citation de Serge Keller. Moi, je vais revenir sur l'histoire de Karim Ben Ali. Alors, c'est une histoire qui date d'il y a à peu près un an, mais Karim va toujours très mal. En fait, il a agi avec ses tripes. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, Karim, c'est un grand colosse, et on peut dire ça, qui fait au moins 1m90, qui est vraiment costaud, qui est transporteur routier et qui a passé quelques mois en hôpital psychiatrique, parce qu'en fait voilà, il a complètement il a craqué. Alors Karim en fait travaille par intérim, et il vit en couple, il a 3 enfants, dont un petit qui n'a que 20 mois. Ses 2 grands ont 8 et 12 ans. Et juste avant les fêtes de fin d'année, l'année dernière, on lui a proposé une mission chez ArcelorMittal sur le site de Florange. Donc c'est la première fois qu'il avait affaire à cette agence. Mais voilà, tranquille, le boulot consistait à transporter de la ferraille vers un centre de recyclage. Et voilà ce que dit Karim: dès le premier jour, j'ai vu que c'était pas réglo. On transportait des produits avec le logo corrosif dessus, celui avec les poissons qui meurent. Et dedans, il y avait un liquide noir qui sentait très fort le diluant pour vernis à ongles. Et en fait, de centre recyclage, on va l'envoyer déverser tout ça en pleine nature sur le crassier à côté. Donc il dit c'est une montagne de fonte qui date de l'époque des Vandals, mais il faut surtout pas ébruiter ce déversage, quoi. Donc on me dit que je ne dois pas badger parce que je ne suis pas censée sortir avec ça, je dois dire que je cherchais du gasoil. Donc son camion citerne traverse Florange, donc il passe à côté des écoles, devant les maisons. Florange, oui. Ah, d'accord. Et il dit que s'il y avait un problème, il ne pourrait même pas stabiliser les produits parce qu'il n'a pas du tout été formé à ce transport de produits dangereux. Donc ses employeurs lui donnent juste un masque contre la poussière et une combinaison un peu trop petite pour lui. Et donc pendant 3 jours, Karim fait son boulot, il se terre, il se tait, il observe, mais en fait il ne sait pas à quoi s'en tenir. Voilà ce qu'il dit: j'ai fait l'arabe de service, tous les autres ouvriers venaient de foyer, alors j'ai fait l'ignorant. Et en fait, pas si longtemps, parce que le 5e jour, il est tout seul au volant de son camion pour la première fois. Et là, instinctivement, voilà ce qu'il fait. Pour montrer à ses copains ce qu'il faisait, il fait une petite vidéo qu'il va mettre en ligne. Et donc, dans cette vidéo, on voit un liquide jaune fluo qui coule de la citerne à l'orée d'un bois, qui brûle la terre, ça fume de partout. Et Karine qui commente: voilà, j'ai déversé 28 mètres cubes d'acide. Voilà comment on recycle les déchets chez Arcelor. On balance de l'acide en pleine nature pour nos gosses et on nous casse les couilles pour rouler père ou impair. Bonne fête quand même. Donc c'est juste ça à ce moment-là. Voilà, c'est une indignation spontanée, mais il ne pensait pas que ça prendrait de l'ampleur. Et en fait, une de ses anciennes copines qui est journaliste voit la vidéo, mais Karim, entre-temps, pense faire son devoir de citoyen, de lanceur d'alerte, effectivement. Il va prévenir un pompier qui bosse dans la boîte, mais en fait, ce pompier bossait aussi pour Arcelor, et donc il va prévenir la direction. Et il alerte les élus, il alerte les maires du coin, et Hollande, le ministère de l'écologie, tout le monde l'envoie chier. Bon voilà, chez Arcelor, on ne lui confie plus les clés du camion, et en fait, il est blacklisté, et 2 mois plus tard, en fait, il travaille ni pour Arcelor, ni pour personne, parce qu'en fait, il est complètement blacklisté.
il commence à avoir des symptômes physiques, hein, il saigne du nez, il pleure des larmes de sang, et en fait tout ça c'est dû au contact avec les produits dangereux qu'il avait manipulés. Voilà ce qu'on lui diagnostique, un assèchement rétinien, ulcère aux yeux, il perd le goût, il perd l'odorat, et en fait rien ne va plus. Et Karim donc aligne les dates, les durées, les mois, enfin comme ça lui permet de se raccrocher à quelque chose, il se repère sur tout ce qui se passe dans son histoire. Et en fait, il a une copine journaliste qui a mené son enquête au Républicain Lorrain, et il y a une médiatisation de l'affaire qui va tout changer, mais en fait qui va tout changer, pas combien pour lui, parce que en fait, vous m'avez fait une mauvaise pub, Monsieur Ben Ali, donc les investisseurs ne veulent plus venir. Voilà, le nouveau maire de Florange, 22 balais tout juste. Hein. Dans la rue, on l'insulte quand il passe, on le traite d'écolo de merde. Donc niveau boulot, on lui tourne le dos, il a plus de mission. Toute la vallée travaille effectivement chez ArcelorMittal, donc un patron qui m'embaucherait, il perdrait son contrat avec eux. Donc il est ce qu'on disait blacklisté. Avant il avait du boulot, il pouvait payer son loyer, il pouvait élever correctement ses gamins, et tout ça en fait ça s'arrête. Donc en fait c'est des difficultés financières qui s'ajoutent à ces difficultés de santé quoi. Donc il n'y a que le seul maire d'Ayange qui va lui proposer un logement, un maire FN, voilà. Bon. Donc, et il se fait harceler, il se fait attaquer en diffamation par ArcelorMittal en fait. Donc il subit, et moi il dit qu'à un moment en fait il avait même envie de piquer un de leurs camions, de rentrer en force dans leur bureau et de tout déverser en disant mais c'est pas grave, c'est pas de l'acide quoi. Et donc quand on regarde Karim, on est quand même ému par son existence, par sa vie, sa famille est quand même sur la sellette, et il a été révolté donc par le système. Il se dit lui-même qu'il est pas, il dit je suis pas un anarchiste. En fait tout c'est ça, il est pas politisé forcément, il se revendique ni écolo ni rien du tout. C'est un citoyen qui en a marre parce que il a l'impression que le système l'abandonne. Il va craquer. En fait il reste 5 jours assis tout seul dans sa voiture. Il a peur de faire du mal chez lui. Enfin il va donc après être hospitalisé. Et il va parler il voit un député qui s'appelle Michel Larive sur son écran de télé à l'hôpital qui parle des lanceurs d'alerte, et en fait il voit que son nom va être cité même dans l'hémicycle face au gouvernement. Il dit on a prononcé mon nom à l'Assemblée nationale, c'est un honneur. On a du mal aussi donc à mesurer la portée de tout ça et cet attachement donc au symbole républicain, parce que même au fond de son lit d'hôpital, quand toutes les institutions l'ont lâché, de voir que son nom a été prononcé quand même devant tout le monde, ça lui fait quelque chose. Mais il y a la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui lui avait répondu un tas de mots creux que ça c'était pas très grave, que voilà. En un an, en fait, il y a quand même des soutiens informels qui vont arriver, des soutiens qui seront essentiels, hein. D'autres lanceurs d'alerte, il y a une association lyonnaise e-boycott, donc il va quand même être soutenu, on va lui permettre de régler ses dettes, il va être invité à la télé pour raconter son histoire, mais en fait, il cherche toujours du boulot et maintenant il est au RSA quand même. Et quant à ArcelorMittal, on apprenait à la mi-septembre par le parquet de Thionville qu'il ne sera pas poursuivi pour pollution, hein, simplement pour gestion irrégulière de déchets. Voilà, donc ce chauffeur est loin d'être tiré d'affaire. Par contre, une belle fin, c'est que son aîné a des cours d'éducation civique à l'école, et il dit que quand son fils a appris ce qu'était le devoir de citoyen, il a dit que pour lui son père est un héros. Ah, c'est terrible ça. Mais c'est terrible. Alors, quand on nous parle de transition écologique, de machin, de trucs, on sait qu'on se fout complètement de nous en permanence. Sûr, donc derrière, il y a des tas de gens qui font ce qu'ils peuvent à leur niveau et qui se retrouvent sur le bas-côté. Donc tant mieux que les gens pas prennent la rue. Pas seulement sur le bas-côté, mais ils se retrouvent malades, etc., etc. Plus de boulot, plus rien, quoi. Et puis en but à l'opprobre de ses concitoyens qui n'ont rien compris, parce que ils veulent, mais en même temps, on comprend les concitoyens, parce que s'ils bossent tous à ArcelorMittal, cet escroc mondial, voilà, évidemment, ça, ce qui n'a pas respecté non plus les accords qu'il avait avec l'État français, enfin bref, c'est l'éternelle histoire qui changera jamais, qui sera toujours d'actualité tant qu'on sera gouverné par ces mafias financières ratées par les TK. Alors là, c'était un article dans le dernier Fakir. Ruffin avait repris ça, parce qu'il a rencontré Karim Ben Ali.
Mais il y a quelques mois, sur le site de Reporter, il y avait des articles beaucoup plus détaillés sur les produits, sur sur ce qui va se passer en justice, enfin sur les démarches d'ArcelorMittal quand il l'attaque en diffamation. Donc je mettrai en lien les deux. Je mettrai en lien l'article de Reporter pour avoir beaucoup plus de précision. C'est déjà bien de nous donner celle-là. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. On a tant presque fait qu'on est loin de la mort. Alors tiens, le repos, tu t'es bien bagarré. Et restons vers nulle part, je connais pas où t'es né, mais je vois dans ton regard qu'on peut pas avoir tort puisque tu es debout, que tu regardes au loin. Tu sais mon ignorance et j'étrangle tes doutes. Je n'ai pas peur de toi car tu bordes ma route. Attention gars fragile, qu'on la rage des lendemains. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. Merci d'être juste là, puisque tu n'es que toi. Que dans nos têtes baissées, nous reviennent nos fêtes. On reprenne fierté, juste avant la tempête. Rentre au sec mon ami, et le bonjour chez toi. Puisque tu es debout, que tu regardes au loin. Tu sais mon ignorance, et j'étrangle tes doutes. Je n'ai pas peur de toi, car tu bordes ma route. Attention gars fragile, pour la rage des lendemains. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. C'était Au bord de la falaise, interprété